on va commencer l'atelier. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Un atelier important pour l'ensemble des forces de gauche, puisque comme vous avez pu le constater dans le programme, nous sommes plusieurs partis et instances représentées dans cet atelier. Avant de commencer les travaux, nous allons laisser la Fondation Jean Jaurès justement faire une introduction autour d'un premier bilan sur les actions qui ont été menées concernant les discriminations, particulièrement concernées par les visions LGBT. Et ensuite, nous allons pouvoir amorcer un échange, un temps de dialogue avec les différentes forces de gauche. Merci. Alors, pour cet échange, nous avons pensé, nous faisons bien sûr une petite introduction factuelle, mais ça se divisera en deux temps. Donc, c'est 2023 qui va vous présenter le premier temps. Voilà. Donc, en un demi-siècle, la situation a quand même beaucoup évolué. Si on fait 1970-2020, ça fait 50 ans. Et donc c'est moi qui fais l'état des lieux, et à mon âge, évidemment. Donc sur le droit de vivre son orientation sexuelle et son identité de genre, il y a quand même eu d'énormes avancées sur des pénalisations, l'abrogation du délit d'homosexualité, j'en passe et des meilleurs. Il reste sur la question sur la situation des personnes trans et des personnes intersexes, la situation reste malheureusement un peu bloquée, même si en 2016 le droit intègre enfin pour la première fois un dispositif juridique permettant de changer la mention du sexe à l'état civil, ce qui jusque-là n'était pas prévu. Jusque-là, c'était basé sur de la jurisprudence un peu compliquée, et puis surtout très peu, comment dire, enfin assez sujette en fonction de quel juge décide. C'était très inconfortable. Le dispositif de 2016 est encore plein de défauts, mais au moins déjà il pose cette possibilité-là dans la loi, ce qui est important parce que ça veut dire qu'on commence à mettre l'idée que c'est possible. Voilà, ça a été compliqué, mais on a fini par y arriver. Dans la même logique, après le droit à vivre son orientation sexuelle et son identité de genre, il y a la protection contre les violences et les discriminations. Donc ça c'est pareil, 1985 c'est la première loi qui réprime les discriminations. On vous donnera l'escargot en sortant. C'est la première loi qui réprime les discriminations et on a cheminé également et on se retrouve en 2016 avec l'extension de la compétence de... Enfin, on se retrouve d'abord en 2012 avec le premier plan de lutte contre les violences et la haine anti-LGBT à l'époque où Najat Vallaud-Belkacem était ministre des droits des femmes et porte-parole du gouvernement. Puis en 2016 avec la LICRA qui a vu la délégation interministérielle chargée de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui a vu son champ d'intervention étendu à la lutte contre la haine anti-LGBT. La question des familles a pareil évolué, mais on est un peu, sans mauvais jeu de mots, on est un peu au milieu du gué, puisque l'agrément d'adoption est permis, puisque c'était inclus à la réforme mariage pour tous, évidemment, puisque l'adoption est ouverte aux plus mariés. Mais d'abord, très concrètement, ça reste très difficile d'adopter. Il y a des conseils départementaux qui font de la résistance. C'est les conseils départementaux qui sont compétents dans les questions d'adoption. Il y a évidemment, ça je ne vous ferai pas de dessin parce que c'est l'actualité, il y a beaucoup à redire sur la liberté de choix procréatif avec la PMA qui va péniblement arriver en deuxième lecture au Sénat en janvier prochain.
tout ça traîne quand même assez tranquillement. Hein. Nous avons dit, à HES, on a à l'époque, j'y étais à l'époque, mais on avait dit, et je pense que personne à gauche s'était payé de mots pour dire ce qu'on pensait des atermoiements sur la PMA pendant le quinquennat 2012-2017. Mais là, on ne peut pas dire qu'on est passé la surmultiplier, hein, puisqu'on est en 2020 et qu'on n'a pas encore fini. Et sans compter que la réforme, le projet de loi bioéthique a quand même quelques défauts notables, soulignés par beaucoup de monde. Rien non plus d'ailleurs sur les enfants nés par GPA, hein, puisque la question n'étant pas de savoir si on légalise, si on encadre la GPA en France ou pas, on n'en est pas encore à ce stade-là, même si c'est ça la question d'ailleurs, la vraie question posée sur la GPA, c'est sans doute celle-là, hein, parce que c'est possible, c'est pratiqué dans le monde. Donc la question qui nous est posée à nous, société française, c'est de savoir comment on veut que ça, comment on accepte que ça se pratique, et comment on encadre la pratique. En tout cas, c'est toujours très compliqué pour les couples homosexuels ou hétérosexuels qui ont recours à la GPA de faire reconnaître la situation des enfants. Et puis après, et je terminerai là-dessus, je passerai la parole à Flora, il reste quelque chose qu'on sent un peu dans tous les... C'est une dimension un peu générale, c'est qu'il y a une difficulté à prendre en compte l'existence des personnes LGBT dans toutes les politiques publiques. Ça devrait être un réflexe. Je vais prendre un exemple, le confinement. Il a fallu que plein de gens se fâchent vraiment pour qu'on admette, pour que le gouvernement, celui-là, ou pour le coup c'est pas ciblé sur celui-là, hein, mais pour que l'État pense que le fait de confiner la population, ça allait augmenter les violences familiales, les violences intrafamiliales, donc les violences à l'égard, les violences à l'égard des personnes LGBT au sein des familles. Qu'il ait fallu qu'on s'agite pendant 3 semaines pour que ça atteigne 1 euro gouvernemental, c'est parfaitement désolant. Enfin, on parle quand même de la situation, si on raisonne en grande masse, on parle de 10% de la population. Hein. Les personnes LGBT en France, c'est globalement, d'après l'étude qu'on a fait avec l'IFOP il y a 2 ans, c'est 1 Français sur 10. On ne parle pas de... Quand bien même, d'ailleurs, on parlerait d'un Français sur 100, ça serait la même chose, hein, mais il se trouve que c'est 1 sur 10. Et bien, il a fallu quand même qu'on s'agisse pendant 3 semaines pour qu'on se dise « Ah, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est vrai, il faut aussi prévoir ce cas-là. » Et bien ça marche partout. C'est-à-dire que ça marche dans les lieux d'enfermement, dans les lieux de vie d'enfermement, donc la prison notamment, c'est pas prévu, c'est pas prévu, en tout cas c'est de l'ordre du non-dit. Dans les casernes c'est pareil, dans les EHPAD c'est pareil, voilà. Donc il y a cette difficulté-là, où là, objectivement, on n'a pas bougé, mais... Et Flora va prendre le relais après avoir déployé le micro, c'est l'objet de la suite. Alors, on nous dit de nettoyer le micro. Enfin, tu fais comme tu veux. C'est compliqué. Simplement... c'est peut-être plus simple. On va changer la bonnette à chaque fois. Voilà. Simplement pour dire qu'il y a effectivement l'évolution du droit qui a été fort bien soulignée par Denis. Face à ça, il faut également prendre en compte la réalité, puisque les droits ne sont rien sans aussi le point de la réalité, comme je soulignais sur les violences. Simplement un petit rappel des faits sur les violences et discriminations vécues par les personnes LGBT en France en 2019, donc sur un échantillon représentatif de Français, donc 1 millier de personnes LGBT, ce qui est, pardon, sur celui-là, on est, là on est sur 3013 personnes, puisque c'est le 2019, donc on a ces chiffres-là, qui sont un peu similaires à ceux de 2018, avec une réalité quand même où l'expérience de discrimination et de violence, quelle qu'elle soit, ça correspond toujours à une courte majorité de personnes LGBT, mais nous avons tous, quelque part, de manière générale, avec
avec plus de 50% de personnes ayant vécu quelque chose au total, puisque ça, là, ce sont les chiffres ventilés par type. Et si on fait le total, on a plus de 50% de personnes qui ont fait l'objet d'une de ces violences ou agressions, violences ou discriminations. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est systémique et qui est une peur réelle pour les personnes et qui entretient une certaine anticipation négative vis-à-vis de se montrer en public, vis-à-vis de pas mal de choses, et qui donc impacte réellement la vie. Donc bien sûr, il y a le droit et l'égalité des droits qui commencent à être faits au moins sur les questions d'orientation sexuelle, comme le soulignait Denis, pas du tout encore sur les questions d'identité de genre ou de caractéristiques sexuelles pour les personnes intersexes. Et voilà, et puis c'est quelques chiffres. Voilà, pour lancer la discussion sur la question du bilan. Donc, on va commencer par le PRG, pour commencer à vous présenter vos travaux, vos actions et puis justement votre analyse par rapport à cette question des discriminations liées notamment à l'orientation sexuelle. Bonjour à tous, je vais faire mon Oui. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Assia Mella, je suis secrétaire générale adjointe au PRG et je suis très heureuse aujourd'hui d'intervenir à ce titre, même si je ne suis pas spécialiste de la question LGBT, mais en tous les cas, moi, les enjeux de discrimination ont toujours été importants pour moi et ont nourri de toute façon mon engagement politique il y a de cela plus de 20 ans. Donc c'est vrai que quand on a connu la discrimination, forcément on sait, on arrive au moins un peu à se projeter, en tous les cas, c'est de comprendre à un moment donné ce qu'on peut ressentir quand on est discriminé. Pour le bilan, effectivement, c'est quand même fou de se dire qu'effectivement, avec la loi mariage pour tous, pour moi, il y avait un effet cliqué en fait. On ne peut plus revenir en arrière, c'est quelque chose qui a été acté fort. On a souvent d'ailleurs agité le chiffon de la PMA, le chiffon rouge de la PMA, de la GPA. Et d'ailleurs, c'est complètement fou, et je pense que dans l'opinion publique, de se dire que c'est encore un élément qui n'a pas été en fait acté. Je suis sûre que dans la plupart des personnes pensent que la PMA est une réalité aujourd'hui. C'est quand même étonnant de se dire qu'en 2020, on continue effectivement et que les choses ont traîné à ce point. Alors qu'il y avait, à mon sens, la société était prête à aller jusqu'à ces questions-là. Voilà en termes de bilan, donc oui, on aurait pu faire plus dans ce quinquennat précédent et dans celui-ci bien évidemment. Et nous, on pousse aussi, on soutiendra toutes ces demandes d'accès, d'avancer des droits. Je pense qu'il y a un enjeu important qui est effectivement l'accès effectif des droits. On l'évoquait à un moment donné, il y a des choses qui sont posées, mais s'assurer que c'est bien effectif. Donc je pense que c'est un premier enjeu de s'assurer qu'on a bien accès à ces droits. Et puis de se dire aussi que peut-être dans l'approche qui peut être faite aujourd'hui dans le combat, c'est de se dire que c'est des combats pour les droits humains, que tout ce qui a été porté et les droits défendus par la communauté LGBT sert à l'ensemble de la société. Et ça, je pense que c'est important de le dire, et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à mobiliser l'opinion publique. Si on arrive et si chacun d'entre nous arrive à se projeter et à se dire, en effet, la PMA, ça concerne les couples, les femmes, les couples homosexuels, mais c'est aussi pour les femmes célibataires. Et je trouve que si à chaque fois on arrive à démontrer que ces combats-là sont des combats beaucoup plus globaux et pour les droits humains, eh bien chacun pourra se projeter et chacun pourra comprendre et porter finalement ces combats. Voilà ce que je peux dire rapidement. On s'était dit qu'on ferait un premier temps, une première passe, puis je compléterai si besoin. Merci beaucoup. Je passe la parole à Génération S. Bonjour. Bonjour, merci à HES pour l'invitation. C'est vrai que nous avons l'habitude de travailler souvent ensemble avec Élie, le président de HES, aussi avec Pierre et Révolutionnaire, et puis la commission LGBT de LV. Nous avons fait quand même
pas mal de communications ensemble, de communiqués de presse. Je repense à là dernièrement un communiqué de presse commun suite à la deuxième lecture à l'Assemblée nationale de la loi bioéthique. Oui, avec beaucoup de manquements. Ce qui arrive, c'est quand même une loi à minima, mais ça, on l'imaginait déjà. Sur le bilan, oui, effectivement, en 2013, je pense qu'on a loupé le coche. Pourtant, ça avait été promis par Jean-Marc Ayrault dès janvier 2013 avec une loi qui intégrait la PMA d'ici la fin de l'année 2013, puis une loi qui a été à maintes reprises promise et qu'on attend encore. Donc là, effectivement, on arrive avec une majorité qui retarde sans arrêt cette loi bioéthique, avec des manquements énormes dans le projet. Une PMA qui exclura les personnes trans, une PMA qui ne prendra par exemple pas en compte la procédure de FIV-ROPA qui pourrait permettre à des personnes trans, mais aussi au sein des couples de femmes, le don de gamètes au sein du couple. C'est-à-dire que ce qui est quand même problématique, c'est qu'au sein d'un couple de femmes, on pourra recevoir un ovocyte d'une autre personne, mais pas celui de sa compagne. C'est quand même problématique. Ça aurait permis de choisir le moyen de conception et de construction de son projet familial. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Je vais un peu rebondir sur ce qui s'est dit au sein de l'introduction. Oui, il y a un problème dans l'accès effectif aux droits. En 2013, donc, a été voté le mariage pour tous et aussi l'adoption. Mais on voit que c'est problématique au sein des départements et c'est des conseils de famille en fait. On voit même à Paris, où récemment une de nos élus, Léa Filoche, a démissionné du conseil de famille parce qu'elle voyait bien qu'à chaque fois qu'elle proposait et qu'elle soutenait les projets familiaux d'adoption des couples homoparentaux, à chaque fois c'était rejeté. Et pourtant il y a eu des demandes. Il y avait des demandes qui étaient appuyées et à chaque fois ce n'était pas rendu possible. Il y a trop peu d'accès effectif à ces droits-là. Que dire de plus? Je pense que je vais laisser la parole et puis on interviendra tous et on complétera. Mais, voilà. Parfait. Europe Écologie Les Verts. On va passer la parole à Léonie Nicolet, président de l'HES, pour qu'il puisse faire un petit bilan, aussi une analyse, puisque c'est l'association qui travaille avec le PS d'origine et qui s'est après étendue avec le PRG. Et si tu veux intervenir sur le bilan. Alors, pas de souci, je reviendrai juste après Gabriel, sans problème. Ouais. Donc, Gabriel Lemoine, qui est président de Fédération LGBTI, c'est la commission LGBT du PCF, que je ne dis pas de bêtises. Et c'est effectivement un des trois organismes avec lesquels on travaille beaucoup dans une petite cellule de discussion qu'on a créée avec les Verts Génération et LGBTI. Je te laisse la parole pour faire un petit point. Je reviendrai juste après. On espère évidemment que l'Europe Écologie nous reviendra sans trop tarder. Parfois, c'est des choses dures, mais c'est bien, c'est un consigne d'un vote, ça veut dire qu'on s'amuse bien, qu'on arrive à débattre et à profiter. Ils sont plein de surprises. Bonjour, Gabriel Lemoine, je suis responsable national du Parti communiste sur les questions LGBTI et sur les questions de bilan, j'interviendrai sur 3 points en particulier. Déjà, juste avant, je voudrais remercier quand même HES de votre invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir débattre ensemble. Première chose, depuis les 8 ans, depuis le début du quinquennat qui a commencé en 2012, l'impression qui se dégage quand même dans le milieu LGBT et aussi dans nos rangs, c'est quand même une grosse impression de gâchis. Des quinquennats de gauche, on n'en a pas tous les 10 ans, on n'en a pas si souvent que ça, des quinquennats de gauche. Quand François Hollande est arrivé au pouvoir, il y avait des attentes fortes de la part de la communauté LGBT parce que son programme était ambitieux. Son programme était réaliste et son programme surtout était basé sur la réalité de vie des gens et on en attendait beaucoup plus. Le mariage pour tous, ça a été un calvaire pour les militants LGBT, pour les militants politiques, mais aussi pour les gens dans la société qui ne comprenaient pas en fait ce qui se passait et pourquoi ça posait tant de soucis de la part d'un gouvernement de gauche et de la part d'une majorité parlementaire de gauche que d'accéder à cette chose-là qui en plus faisait partie du programme présidentiel. Donc un gros sentiment de gâchis
qui traîne encore aujourd'hui. Malheureusement, on en reparle encore du mariage pour tous et de tout le processus qui a malheureusement été aussi compliqué que ça et qui, du coup, grève aussi une partie de l'esprit militant parce que si c'est si compliqué de la part d'une majorité de gauche d'accéder à quelque chose qui semblait déjà acté par la population comme étant le mariage pour tous, eh bien, qu'est-ce qu'on peut attendre de gouvernements un petit peu moins à gauche ou de gouvernements différents comme le gouvernement Macron, enfin les gouvernements sous la présidence Macron ou d'autres types de gouvernements. Il y a quelque part, il y a de l'espoir à reconstruire et il y a une identité de gauche à retrouver sur ces questions-là. Deuxième chose, quand on a commencé à élaborer cet atelier avec Lénie, qu'on s'est dit qu'on allait parler de bilan, moi j'avais pas envie de parler de bilan politique avant tout, j'avais envie de parler de bilan d'organisation, parce que ceux qui décident, les députés et les ministres a priori, ont aussi beaucoup de choses à faire de leur côté s'ils n'ont pas une base militante forte derrière pour pouvoir pousser sur les idées, pour pouvoir dire ouais, attention les amis, vous avez ça dans votre programme, il faut que vous arriviez à le faire, ou alors même on porte ça nous dans nos rangs, il faut que vous puissiez au moins vous pencher sur la question et essayer d'y répondre. Et bien si on n'a pas des organismes forts derrière, et bien on arrive à une situation où, au final, et bien à la situation qu'on a connue en 2013. À partir de 2013. Et donc, moi, le bilan que je tire de la gauche, du quinquennat de gauche, c'est quand même aussi un échec des organismes, de nos organisations respectives, qui n'ont peut-être pas su former les militants, qui n'ont peut-être pas su fédérer autour de ces questions-là et qui font qu'au final, eh bien, on arrivait avec une loi à minima. Et puis, il y a le problème du fait que l'on arrive à obtenir des choses. Le mariage pour tous, c'était le point phare en fait, de revendication des discriminations LGBT à l'époque. Et d'avoir mis ça fortement en avant, ça a eu l'avantage de le populariser, mais ça a eu aussi l'énorme inconvénient derrière de se dire qu'une fois que le mariage pour tous était en place, et bien les militants ne savaient plus trop pourquoi militer. Et on s'est retrouvés dans nos organisations respectives à essayer d'agiter les militants les uns les autres pour se dire oui mais attention, là il y a des problématiques sur les trans parce qu'il y a le changement d'état civil, attention il y a la PMA aussi qui va arriver. Mais comme on avait principalement dans toutes nos organisations tout misé sur les questions de mariage, eh bien on a raté aussi le coche derrière. On a besoin, je prêche pour ma paroisse, mais je pense aussi un petit peu plus largement que ça, je pense qu'on a besoin vraiment de formation ambitieuse. Le mouvement LGBT, il va vite, il y a des fédérations intersexes par exemple qui sont montées, qui portent des revendications, il y a les revendications trans qui montent fort. Et déjà que dans la population, ces questions-là, elles ne sont pas si connues que ça, mais chez nos militants, je ne suis pas prêt à parier, sur le degré de connaissance de ces choses-là. Et pourtant, l'égalité des droits, pour moi, en tout cas, c'est un marqueur très fort de l'identité de gauche. Et si un jour on doit se retrouver à l'avenir sur les forces de gauche, eh bien, il faut quand même que l'on puisse se retrouver sur au moins ce genre de base-là d'égalité des droits. Ça me semble la base. Et troisième chose, un échec du système aussi également. Moi, je n'attends plus grand-chose de la part d'une représentation nationale qui ne représente en fait qu'elle-même. Je le dis peut-être un petit peu crûment, mais je ne vois pas à l'Assemblée nationale de boulanger, je ne vois pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale, je ne vois pas la population française, il n'y a pas le bon nombre, enfin, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de personnes non plus de couleur, il n'y a pas assez, enfin, la représentation nationale ne représente pas aujourd'hui, à notre sens, la population française. Il n'y a pas de proportionnel. Les élus sont élus. Moi, mon député est très gentil, hein, c'est Cédric Villani, mais il représente pas le monde, c'est lui-même, par exemple. Eh bien, il faut que. Le bilan que je tire moi, de cette période, c'est un échec de nos organisations. Relatif quand même, parce qu'on a réussi à obtenir un mariage, mais c'était une promesse du candidat Hollande, mais deux aussi, un échec de la représentation nationale, clairement. Une assemblée qui représente le peuple, et bien quand on regarde, ce sera la diapo d'après, je suis un peu en avance parce que tu nous as compris les diapos, une représentation nationale qui représente le peuple, et bien quand la majorité des gens se dit que oui, en fait la PMA elle doit être ouverte à tout le monde, on y va. C'est bien qu'il y a un échec au système, il faut qu'on fasse évoluer le système.
Voilà, je voulais intervenir sur ces 3 points-là, et puis après, on ira dans le débat. Et là, je passe la parole à Rémi. Merci. Je viens de point à qui c'est temps. Déjà, merci à vous toutes et tous d'être venus. Ça démontre que c'est jamais une mauvaise idée de faire un sujet qu'on croit pourtant établi, défendu, acquis et bien intégré par toutes et par tous à gauche. Merci à nos intervenants, à tous les représentants des partis de gauche qui sont venus aujourd'hui, qui vont peut-être arriver, un peu en retard aussi. On les excusera bien volontiers. Je vais pas révéler tout ce qui s'est dit, et Gabriel a quasiment fait la fermeture de cette partie bilan, mais je vais revenir sur un des points qu'il a évoqué, c'est d'une certaine manière la faillite de nos organisations. Clairement, le bilan du quinquennat Hollande sur les droits LGBT, alors on pourrait dire qu'il est globalement positif, parce que ce serait extrêmement connoté comme phrase, mais en tout cas, il est plus que positif en fait. Parce que si la majorité des gens retient la fameuse loi Taubira, mariage-adoption, le gros package, on va dire, on a parlé effectivement de l'avancée de la loi justice du XXIe siècle sur les droits des trans, il y a ce qui s'est passé autour de la DILCRA, il y a ce qui s'est passé autour, même si déjà c'était un peu compliqué sur les ABCD de l'égalité, il y a différentes choses à avancer là-dessus. Il y a eu tout un tas, une vraie nébuleuse de textes, règlements, dispositions, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, et y compris de jurisprudence, parce que cette période a été aussi l'occasion de jurisprudence importante, qui n'ont jamais fait autant progresser la France dans le domaine de l'égalité des droits sur les personnes, pour les personnes LGBT, qu'à ce moment-là. Et ce n'est pas une parole de socialiste qui le dit, ce sont des classements internationaux. Ce sont des observateurs indépendants associatifs d'Europe, puisque c'est, je me base moi sur les classements, il y en a eu 6, Ligue à Europe, qui réunit je ne sais combien de centaines d'associations dans toute l'Europe au sens large, du Portugal jusqu'au Caucase, qui fait la démonstration que la France passe de, alors à l'époque c'était pas un nombre de places, mais un pourcentage dans le tout premier classement, jusqu'à la 5e place sur 49 pays pour les droits LGBTI en Europe. Sachant que l'Europe est quand même le continent sur lequel les droits LGBTI sont les plus protégés, développés, les plus portés politiquement, c'est pas rien. Ce n'est pas neutre. Aujourd'hui, la France, en 2020, bientôt 2021, après quasiment 4 années de mandat du président Macron et de sa majorité, elle a chuté de 11 places au dernier classement. Il y a eu une baisse assez conséquente qui démontre deux choses. C'est que d'une part, évidemment, les critères évoluent d'une année sur l'autre. C'est comme au JO, on ne court pas avec les gens qui courent en 46, on court toujours avec des sportifs de son époque. Donc forcément, ça change. C'est que d'une part, ces sujets ne sont pas portés politiquement. C'est un choix, chacun l'assume après derrière. Et que deuxièmement, les rares fois où il y a des décisions qui sont prises sur ce sujet, elles ne sont pas positives au regard des classements internationaux, elles ne sont pas positives au regard des critiques partisanes que nous pouvons faire, nous, tous les 4 qui sommes là. Et elles ne sont pas positives au regard des critiques associatives, on va dire, plus indépendantes, en tout cas moins partisanes, qui se font sur le paysage français. Sur la critique des organisations, je vais revenir sur 2 points. Gabriel a raison de dire que la médiatisation autour de la loi mariage pour tous a fait que ce sujet-là a été porté par l'ensemble des associations de manière tout à fait consensuelle. Il n'y a eu aucune voix qui manquait à ça. Il y a toujours quelques personnes qui voudraient faire plus et différemment, mais très honnêtement, c'était une large majorité, un bloc formidable associatif qui l'a porté en France sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'une fois cette loi passée, avec ce qui s'est passé autour, avant et après, les manifs LGBT et compagnie, le soufflet retombe d'une manière ou d'une autre. Le sujet LGBTI, qui avait été en plus médiatisé autour du mariage et de l'adoption, n'est plus porté derrière dans la population de manière un peu large et un peu médiatisée sur d'autres points, parce que c'est plus compliqué, parce que parfois c'est vu comme étant un peu plus à la marge, et ça va faire partie du débat qu'on va avoir juste après. C'est la question qui aujourd'hui doit nous porter ensemble à regarder comment est-ce qu'on avance sur ces questions. C'est à partir du moment où entre guillemets, le gros de la tâche est fait, objectivement, quand on n'y connaît rien, on se dit, ben bon, vous pouvez vous marier, vous avez des enfants, pas de souci. Non, l'adoption, ça pose quelques problèmes. Les mariages, ça a pu aussi poser quelques problèmes. Il y a le cas des couples binationaux, il y a des difficultés là-dessus. Pour les trans, les personnes qui sont dans un parcours de soins, pour celles qui veulent éventuellement avoir des enfants aussi, enfin, toutes ces questions-là, après, non seulement sont moins portées politiquement parce qu'elles sont plus complexes techniquement et juridiquement, clairement, c'est normal, mais parce qu'en plus, elles relèvent d'une idée que c'est la marge, de la marge, de la marge, de la marge, de la marge, et in fine, ça concerne de moins en moins de monde à la fin,
et qu'au final, tout ça n'est pas forcément très intéressant, très pertinent, très politiquement efficace et pratique. Et c'est là où je pense effectivement, on s'est trompé, nous. On s'est beaucoup reposé sur nos lauriers. Moi, je parle au nom d'HES. Il n'y a aucun problème sur ces sujets avec le Parti Socialiste, mais on a bien senti que si les gens sont globalement d'accord, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé en fait. Comment ça se concrétise dans la loi, comment ça se concrétise dans les discussions parlementaires, comment ça se concrétise dans l'activité gouvernementale quand on est au gouvernement, comment est-ce qu'on applique ces choses sur lesquelles tout le monde semble d'accord et tout le monde semble partant pour pouvoir les réaliser. Ça n'est pas une réussite, clairement. Au-delà de la PMA, sur d'autres sujets, même si effectivement, encore une fois, le quinquennat Hollande, je le redis, ça n'est pas que François Hollande, hein. C'est le gouvernement, les administrations, l'école, la justice, tout. Hein. Mais pendant cette durée-là, les progrès ont été littéralement formidables. Il y a eu de sérieux loupés, mais la collection d'avancées qu'il y a eu entre 2012 et 2017, jurisprudentielle, légale, réglementaire, par circulaire, tout ce qu'on veut, elle n'a jamais eu lieu auparavant en France. Et depuis, elle n'a pas eu lieu. Hein. Si ça a échappé à quelqu'un, c'est dommage, mais en tout cas, elle n'a pas eu lieu. Et notre but, pour HES, je parle, j'imagine que c'est le même pour le comité LGBT Génération, pour faire révolutionnaire, j'imagine que c'est le même aussi pour la commission Europe Écologie des Verts, travailler avec le Parti Radical, avec le PCF, avec Génération, avec Europe Écologie, avec le Parti Socialiste, pour que ces combats-là soient intégrés politiquement et faire en sorte que le bilan qu'on tire du quinquennat Hollande, du bientôt fini quinquennat Macron, parce que mine de rien, dans un an, on est en campagne présidentielle, donc en fait, le quinquennat, on le savent, on est quasiment sur un mandat fini. Le bilan qu'on tire de cette expérience-là, il faut que ça puisse servir à la suite des prochaines élections pour la pratique gouvernementale suivante, c'est-à-dire, voilà, là on s'est loupé, là on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû être plus exigeant, on aurait dû être plus efficace, on aurait dû effectivement porter plus fortement des sujets qui nous semblaient acquis et qui en fait ne l'ont pas été, expliciter, expliquer, faire plus de pédagogie, parce que même en interne on a besoin de faire de la pédagogie. Je ne suis pas certain que si on prenait une poignée de 10-15 socialistes réunis à la Logan tout à l'heure et qu'on leur demandait aujourd'hui le PGM bioéthique, qu'est-ce qu'on doit en penser en tant que socialiste, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont les loupés, à quel niveau on avance, qu'est-ce qui marche ou pas, je ne suis pas certain qu'on ait d'une part les mêmes réponses, ça on ne peut pas, mais qu'en plus on ait à minima 3 ou 4 points que tout le monde aurait pu intégrer comme étant ceux qu'on a pu dénoncer dans le communiqué qu'on a fait en comment tout à l'heure que c'était Mallory, mais à la limite, c'est pas de leur faute. C'est-à-dire que ici, moi, je parle en tant que président de la chaîne, en tant que militant socialiste. Je ne peux pas considérer que quelqu'un qui ne sait pas ce dont je parle, c'est de sa faute, c'est la mienne. Je dois faire preuve de pédagogie, je dois aller vers lui, je dois lui expliquer, je dois lui donner les ressources pour qu'il comprenne les enjeux qui sont ceux du moment sur cette question-là. S'il n'y arrive pas à le comprendre, c'est de ma faute. Et je dois, moi, intégrer le fait que je n'ai pas réussi à expliquer, je n'ai pas donné les bons arguments, je n'ai pas donné ce qu'il fallait comme outil pour qu'il puisse le comprendre. Attention, c'est pas symbolique ça. Et tout ça, ça doit nous pousser d'abord à HES en tant que socialiste, ensuite en tant que militant socialiste, sur d'autres sujets par ailleurs, à intégrer le fait que la compréhension des sujets passe comme étant la première phase pour pouvoir ensuite les défendre et les porter politiquement. Et on en revient après sur la question phare, qui est quand même, la question majeure quand on est socialiste et de gauche, c'est l'éducation populaire, hein, sur tous les sujets. Hein. C'est comprendre, faire comprendre, pour pouvoir après agir politiquement sur les différents sujets. J'ai été un peu long, je vais m'arrêter là. On va passer à la perspective et je redonne la parole à Anne. Merci Lénie. Effectivement, il y a un besoin de formation des militants dans toutes les structures qui est indéniable et d'ailleurs, si vous vouliez déjà dans un premier temps intervenir sur ce qui est dit par rapport au bilan, si vous avez une remarque, une question, vous n'hésitez pas à lever la main pour que vous puissiez prendre la parole. Ce qu'on remarque aussi dans tout ce qui a été défendu, c'était un partage de diagnostic. Hein, effectivement, hein, le bilan du quinquennat Hollande est mitigé, même si c'était là où au niveau européen, où la France a marqué des points dans le placement IPGA. Simplement, la question de l'égalité des droits, c'est jamais secondaire. Nous, au sein du Parti Socialiste, je remarque quelques militants du PS dans la salle,
On a toujours ce combat idéologique pour bien montrer que les questions sociétales ne sont pas en concurrence avec les questions sociales, que tout est lié, que ce n'est pas accessoire, ce n'est pas que pour deux minorités, etc. Et je pense que l'ensemble des représentants des forces de gauche présents partagent le même avis. La question maintenant, c'est effectivement comment mettre en œuvre le combat commun. C'est évidemment justement, comme vous l'avez déjà fait par rapport à la production de communiqués, par rapport justement à la participation à ces ateliers. Maintenant, c'est comment faire pour qu'au sein de nos structures, déjà d'une part, la question LGBTI et des discriminations en général soit de plus en plus prégnante, qu'elle soit toujours considérée dans toute réflexion finalement. Puis dans un second temps, c'est comment mettre l'ensemble de nos travaux et l'ensemble de nos forces militantes dans un groupe commun. Et c'est un peu l'objet justement de ces journées autour de la gauche d'après. Comment justement rebâtir une force de gauche pertinente, force et qui combat évidemment pour l'égalité des droits. Donc, je me demande qui veut prendre la parole en premier pour justement amorcer la question des perspectives. Il y a une diapo. Voilà. Alors c'est moi qui m'y colle. Donc les perspectives, ça c'est un peu c'est un peu une séparation. On a déjà commencé à aborder cette question de toute façon puisque tout est dans tout. Les perspectives, on voulait quand même marquer un petit peu une légère différence. Alors, comme on l'a déjà signalé, la première chose à noter, et qui pour moi est assez importante à noter parce que finalement c'est assez différent de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du mouvement LGBT, c'est que l'opinion française est largement acquise. Elle est largement acquise à l'idée que le fait d'être homosexuel est une manière comme une autre de vivre sa sexualité. Donc là, on est à 85%. Vous voyez, il y a un petit effet Manif pour tous, mais ça ne suffit pas à enrayer la dynamique. Donc ça, c'est sur le long terme. Et de manière générale, il y a, alors je ne vous ai pas donné les valeurs positives, je vous ai donné les accords avec les propositions négatives, mais les personnes l'opinion française est très majoritairement acquise à des propos comme oui, il faut l'égalité, les personnes LGBT doivent pouvoir tout va bien. Doivent pouvoir vivre une vie normale et avoir les mêmes droits que tout le monde. Les familles, les couples LGBT, les couples de même sexe représentent un cadre tout à fait aussi positif que les autres pour élever des enfants et tout ce genre de choses. On a une opinion qui est dans les 80%. C'est pas petitement positif, c'est fortement positif. Et même avec la notion de simplifier et de la démédicalisation du changement d'invention du sexe pour les personnes trans, dont on pourrait considérer que c'est une question peut-être plus émergente, on est quand même à 65% d'accord dans la population française, toujours selon le sondage 2019, IFOP, Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Donc pour le coup, on a une opinion qui est franchement acquise, mais on a finalement un politique qui est en retrait. On a un mouvement politique qui est quand même très précautionneux, cauteleux avec ces questions-là. On l'a vu autour du débat relatif à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Et on a aussi, ce qu'on constate aussi, c'est que même si on a une opinion largement positive, on a aussi une polarisation, c'est-à-dire on a toujours des personnes qui sont sur des opinions négatives, il y a toujours ces opinions-là qui restent quelque part dans la société. Ce qui me fascine toujours, c'est que la chose qui suscite le plus de désapprobation, c'est l'expression de l'affection dans l'espace public. Je suis toujours fascinée par ce point, parce qu'on nous dit toujours « communautarisme », etc. Mais toutes les questions d'avoir des modes de vie et tout ce genre de choses, ça vient bien derrière, et la première chose que les gens refusent, c'est la visibilité dans l'espace public au niveau des opinions. Mais donc, on a donc ces opinions qui sont fortes, avec une légère, si vous regardez ce chiffre, même si ça ne vaut pas nécessairement énormément de choses, mais vous voyez qu'il y a une meilleure... les gens sont de plus en plus d'accord, enfin, les gens sont plus d'accord avec la notion que les violences sont parfois compréhensibles. Donc on a en fait une radicalisation de la petite partie de l'opinion qui est hostile à nos droits. Cette radicalisation est d'ailleurs totalement exploitée, je ne sais pas pourquoi je me suis si pourri, cette radicalisation est d'ailleurs totalement exploitée par des entrepreneurs politiques qui sont très aguerris, qui sont très organisés, en France notamment avec la Manif pour tous, etc., avec une espèce de réarmement idéologique autour de valeurs
très conservatrice, voire réactionnaire, je pense qu'on peut dire réactionnaire à ce niveau-là, et qui d'ailleurs s'est aussi instrumentalisée à l'échelle internationale, je fais tomber le micro, à l'échelle internationale avec des acteurs politiques en Russie, en Hongrie, en Pologne, qui font du combat contre les droits des personnes LGBTQI+, un enjeu de civilisation et une question définitionnelle finalement de l'Occident. Donc là nous avons un vrai problème et un vrai courant politique qui est problématique pour nous, et pour nous évidemment en Europe, mais qui peut également être problématique en France, notamment par l'écho que ça peut rencontrer autour d'une certaine droite, puisqu'on a une polarisation de la droite, avec une bonne partie de la droite qui s'ancre sur un agenda plus conservateur, et les progressistes, il suffit de voir le mouvement de Guéry par exemple, les progressistes qui tendent à aller plus vers le centre droit, centre tout court, avec toujours cette question d'une petite ambivalence de certaines personnes au centre qui est aussi très marquée par le catholicisme social. Donc ça c'est une réalité. Une autre réalité qu'on a soulignée et qui est problématique à mon avis, c'est qu'on a un relatif désintérêt à la fois médiatique et politique sur les questions LGBT qui ne sont pas perçues comme étant des sujets techniques, c'est-à-dire des sujets de droit qui supposent des raisonnements en matière d'égalité des personnes, en matière de comment on fait avancer le droit, comment on fait évoluer la situation, quels sont les indicateurs qu'on va mettre en place. Et donc on a un traitement qui est souvent un peu victimaire ou un peu gêné, ce qui fait que c'est souvent les personnalités politiques de premier plan qui portent les sujets LGBT en France. Heureusement, il y en a d'assez nombreux et dans de nombreux partis, mais ce sont généralement les usual suspects qui tiennent toujours les discours, et de manière générale on a du mal à faire en sorte que le discours soit tenu par l'ensemble du mouvement, ce qui à mon avis est essentiel, parce que les questions de droit des personnes LGBTQI+, sont des questions universelles par définition, et ce sont aussi des questions centrales quand on veut définir un projet de société. Et aujourd'hui, un des défis, à mon avis, pour les partis de gauche comme ailleurs, c'est aussi de définir quel projet de société on veut porter et de porter cette vision. Donc, pour l'enjeu, pour moi, ça c'est un des enjeux auxquels il faut répondre, et qui est peut-être une des questions pour nos intervenants, c'est comment on change ça, comment on répond à ces mouvements, et comment on monte en puissance au niveau de la gauche et des écologistes. La question aussi annexe, c'est quelles revendications phares, parce qu'on a vu aussi dans notre histoire qu'on avançait beaucoup par revendications phares. Donc ça peut être le PAX, ça a pu être le mariage pour tous, ça a pu être la PMA, en sachant qu'il y a aussi eu des difficultés associatives pour certaines personnes à tenir la mobilisation sur la PMA. C'est aussi sur les droits relatifs aux personnes trans, notamment sur le changement de la mention du sexe à l'état civil. Donc là, on a vu, et sur la PMA, et sur le changement de la mention du sexe, donc sur le changement de la mention du sexe en 2016, sur la PMA c'est en cours, on a vu des évolutions, pas satisfaisantes complètement, mais on a vu des évolutions qui vont plutôt dans le bon sens. Enfin, évidemment, je touche du bois pour la PMA, bien sûr, même s'il y a beaucoup de choses à redire. Et il y a énormément de choses à redire aussi sur le traitement des personnes intersexes, et donc j'en profite pour faire de la promotion. Nous avons un rapport que nous avons sorti à la Fondation Jean Jaurès sur défendre les droits des personnes intersexes, qui est un gros enjeu qui aurait dû être saisi, donc qui a été fait, que nous avons rédigé donc avec Anis Savard de la DILCRA, et qui est sur qu'est-ce que ça signifie exactement, et finalement sur les ratés du débat bioéthique sur le sujet. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, quelle revendication majeure permet aux gens de visualiser le combat des personnes LGBTQI+, qu'est-ce qui va faire que les personnes vont se dire « oui, c'est vrai, il faut le faire », etc. Parce qu'on peut parler des violences, bien sûr, mais c'est toujours très compliqué de mobiliser en négatif en disant voilà, il y a ça qui arrive, nous sommes victimes de telle et telle chose, et il faut avancer. Donc ça, c'est une question, c'est comment on avance sur ces questions-là, qu'est-ce qu'on met en avant.
comme on a pu avoir une légère décrue militante après mariage aussi relativement à tout ça. La question globale, c'est comment convaincre et rassembler, bien sûr. Mais alors aussi comment on convainc et comment on rassemble, à la fois nous aussi en tant que personnes étant actrices politiques, on va dire, puisque là la question se pose à l'ensemble de notre panel, qui représente des groupes politiques, LGBT+, bien sûr. C'est comment on convainc le mouvement associatif, parce qu'il y a aussi tout un échange qui se fait, qui n'est pas toujours simple avec un mouvement associatif, qui n'est pas toujours simple lui non plus. Donc comment on convainc aussi les personnes LGBT plus largement et comment on défait aussi les appels du pied homonationalistes qu'on a pu voir ces dernières années de la part de certains mouvements d'extrême droite, toujours dans une instrumentalisation des causes LGBT au point d'un agenda xénophobe. Comment convaincre nos partis dans leur intégralité et pas juste auprès des usual suspects, en sachant que si j'ai bien compris, la salle aujourd'hui est pleine. Donc je pense qu'il faut exiger et taper elle est pleine en fonction des règles en vigueur relatives au Covid. Il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer. Et donc on a la question, à mon avis, c'est de dire, excusez-nous, c'est une question importante, c'est une question majeure, elle se doit d'être traitée de manière peut-être plus centrale, parce que c'est toujours le cas qu'on est le samedi à 9h du matin, quand personne n'est réveillé, dans une petite salle. mais pour le coup, ça peut valoir le coup peut-être de faire de ces questions-là et de ces débats-là un vrai débat avec l'ensemble des personnes présentes et de poser la question et de poser ce débat avec des personnes qui n'ont pas nécessairement pris fait des causes depuis l'UREC sur ces enjeux. Et comment on convainc l'opinion, comment on convainc les médias, les leaders d'opinion pour avancer vers l'égalité et les droits fondamentaux. Donc ça c'est une micro-introduction. Je ne sais pas si Denis, tu veux rajouter quelque chose à cette intro, ou si ça te va. Non, sinon, si je serais assez tenté c'est presque une affaire de marotte, et ce serait bien qu'on puisse discuter après, mais je suis assez inquiet en fait de ce qui se passe en Europe de l'Est, en Europe centrale. D'abord pour la situation des personnes sur place, parce que c'est quand même assez terrible d'être désigné à la vindicte populaire de la manière dont ça se fait en Pologne et en Hongrie notamment, ou en Russie. Ça c'est une première chose. C'est la vieille tactique historique du bouc émissaire qui a produit de nombreux drames. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est un mouvement de fond de manipulation de l'opinion qui trouve son pendant aux États-Unis. Et donc voilà, je crois qu'on a un vrai sujet, sérieux, mais vraiment. Faut être ni complotiste, ni s'affoler. Il faut regarder les choses, je pense, avec beaucoup de distance, mais en même temps, il faut regarder quand même très sérieusement ça, parce que j'aime pas. Voilà, je trouve ça, comme on dit familièrement, et pas très l'expression, ça pue. On est d'accord. Voilà, donc nous avons posé un ensemble de faits, de contextes et d'éléments, et donc j'espère que nos intervenants vont pouvoir réagir. Je vais peut-être donner la parole parce qu'il est quand même. On prend les questions. Ouais. Alors c'était qui la question? Aurélien. Bonjour à tous, Aurélien. Je travaille au Parlement européen, au groupe socialiste. C'était un petit peu aussi pour apporter la dimension européenne. Bon, il y a eu quelques touches européennes, mais aussi pour dire qu'au niveau européen, la gauche arrive à très bien travailler ensemble au Parlement européen. Donc ça a souligné le groupe socialiste, le groupe des Verts, le groupe de la GUE qui est où les communistes et France Insoumise siègent. On arrive à très bien travailler aussi avec les libéraux. Bon, là, c'est les forces de gauche. Mais il y a quand même cet élément positif au niveau européen ou au Parlement européen. On arrive à très très bien travailler ensemble. Donc peut-être essayer de voir aussi au niveau de l'Assemblée nationale comment peut-être mieux travailler tous les groupes ensemble sur ces questions-là.
Ensuite, en effet, il a été mentionné ce qui est en train de se passer en Pologne, en Hongrie et dans d'autres pays. Il y a en effet un mouvement réactionnaire au minimum qui est extrêmement bien organisé, extrêmement bien financé. Et donc, comment nous, en tant que force progressiste, on peut contrebalancer ces forces-là qui ont un impact énorme et qui ont des relais aussi extrêmement bien implantés, que ce soit au Parlement européen ou dans certains gouvernements. Et dernier petit point d'information, c'est peut-être quelque chose que vous ne suivez peut-être pas de très près, au niveau de la Commission européenne, qui a été mise en place, ça fait maintenant 1 an à peu près qu'il y a une nouvelle commission qui a été mise en place. Pour la première fois, on a une commissaire en charge de l'égalité, qui est une ancienne ministre maltaise socialiste, qui a fait énormément dans son pays pour les droits LGBTI, et qui se bat vraiment sur les questions d'égalité, sur les questions LGBTI bien sûr, mais également sur les questions de racisme et autres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre de près. Et on a la chance d'avoir cette commissaire-là de notre famille politique. Et donc, je pense que voilà, on peut faire aussi belles choses au niveau européen. Souvent aussi au Parti socialiste français, on pense souvent exclusivement au niveau national. J'apporte un petit peu la touche européenne. Voilà. Effectivement, c'est important d'avoir une dimension internationale quand on parle des droits LGBT. Alors, on parlait de l'Europe, il y a aussi d'autres pays en dehors de l'Europe où la situation est particulièrement inquiétante. Je pense notamment, je prends pour exemple le Brésil, avec Bolsonaro, qui a carrément déclaré qu'il préférait voir son enfant mort plutôt que de voir son enfant gay. Voilà, on en est là. Et la France a un rôle important à jouer dans sa diplomatie, à activer ses réseaux diplomatiques, à accueillir les demandeuses et demandeurs d'asile LGBT qui seraient en danger dans leur pays. Voilà. Décidément. Oui, en Europe, on parle de la Pologne, de la Hongrie, voilà, récemment qui ont fait couler de l'encre. La situation est inquiétante. On va apparaître par exemple, si on prend le cas de la Pologne, avec des zones anti-LGBT, des droits qui reculent. Je pense notamment aux droits des personnes trans qui reculent, qui ont reculé récemment encore en Hongrie. Il me semble d'ailleurs avec HES et Possibili, un parti italien, on avait fait un communiqué commun. Voilà, la situation est inquiétante. Après, si on revient au cas français, effectivement, on voit que dans l'opinion publique, oui, il y a eu des avancées. On est dans l'opinion publique plutôt, elle est plutôt avec nous. Après, il faut quand même se rendre compte du vécu au quotidien, de ce que c'est qu'être une personne LGBT. Aujourd'hui, tenir la main de la personne que j'aime dans la rue, c'est aussi prendre le risque d'avoir un regard malveillant d'hommes, de femmes, possiblement de se faire injurier, voire de se prendre un coup. C'est ça la réalité des personnes LGBT aujourd'hui en France, et aussi possiblement de se faire assassiner. Il y a eu des cas il y a quelques années et encore dernièrement de personnes trans, travailleuses du sexe, assassinées. Il ne faut pas l'oublier. Donc oui, l'opinion est derrière nous, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a encore trop peu de moyens mis en place pour la lutte contre les discriminations et les violences envers les personnes LGBT. Et clairement, l'inégalité des droits et l'inégalité effective des droits, elle légitime ces violences. Tant qu'on est perçu comme des sous-citoyens et sous-citoyennes dans les droits, oui, on sera encore victime, d'autant plus victime de ce genre d'actes LGBTI-phobes. Et je pense qu'on a beaucoup d'exemples à prendre. On parlait de Malte tout à l'heure. Il faut renforcer, il faut converger nos luttes et nos forces. On prend le cas de Malte par exemple. Malte, il me semble que leur législation pour les personnes intersexes est plutôt bien. Donc il y a des exemples, y compris en Europe, où on a juste à prendre cet exemple-là et à les recopier tout simplement.
En France, oui, effectivement, on a avancé, hein, c'est à fait. Peut-être tardivement par rapport à d'autres pays européens, en avance par rapport à d'autres pays européens. Certes, il y a eu des avancées, il y a encore beaucoup de choses à faire. On parlait de la PMA jusqu'à maintenant. Là, récemment encore, on pouvait prendre le cas du projet de loi bioéthique où, pour les personnes intersexes, il y a eu un amendement qui a été proposé pour l'arrêt des mutilations envers les personnes intersexes qui a été rejeté. Encore une fois, je parlais tout à l'heure de l'exclusion des personnes trans du projet de loi bioéthique. Voilà, il y a clairement des avancées en ce sens-là. Et en tout cas, je n'ai pas de doute sur le fait que nos forces politiques iront vers le même objectif, c'est l'égalité effective des droits. Et effectivement, par rapport à tout ce qui s'est dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de formations à faire, y compris au sein des partis politiques, et puis aussi de convergence avec les associations, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup martelé sur le mariage, mais on en a oublié la filiation. Et la filiation, c'est extrêmement important. On est passé un peu à côté. Voilà, c'est un acte manqué, mais on ne manquera pas de contribuer au débat et à la formation sur ces sujets. Une question Une question aussi d'accord. Je ne sais pas où commencer parce qu'il y a des bonnes choses à dire et je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusque-là. Très rapidement, je faisais mon parcours pour donner un petit peu d'espoir ou quoi, mais donc moi je suis Elise Carrera-Nunes. Je suis adjointe actuellement, enfin j'ai été prévue adjointe au service de gauche de Tours auprès de la liste de l'Union de gauche et des écologistes, etc. Sachant que moi, donc, à l'origine de société civile, je suis universitaire, ça fait 15 ans que je travaille sur les questions de normes et de marge. J'ai été approchée par le Parti socialiste local pour les élections, et notamment parce que j'ai eu besoin de passer de l'universitaire au militantisme depuis plusieurs années, que ce soit au planning familial ou au centre LGBT de Touraine. Et la raison pour laquelle je suis engagée en politique, c'est justement pour aider à porter ces combats et à porter de la visibilité pour lutter contre l'invisibilisation. Et donc moi je suis adjointe en relations internationales aujourd'hui, mais j'ai fait inscrire dans la délégation le concept de Tours ville alliée des luttes contre les discriminations, puisqu'il me semble pertinent d'afficher, il faut montrer l'égalité de critères, et pour moi le fait d'afficher des luttes, c'est très important puisque c'est une forme de combativité, de réaction contre. Et c'est surtout que pour moi c'est très important de porter les questions de solidarité internationale. Donc un de mes combats aujourd'hui, ça va être de trouver des partenaires dans des villes européennes et autres pour justement accompagner des villes des pays de l'Est à lutter contre la discrimination en local dans les gouvernements où justement actuellement c'est très compliqué ils sont très isolés. Et pour ça, moi je perçois la lutte comme étant à la fois en local, elle peut pas être uniquement locale ou internationale, elle doit être à tous les échelons. C'est-à-dire qu'une ville comme Tours, qui est une petite ville de province, quelle que soit la personne qui vient, qu'elle soit LGBTI, handicapée, j'aime pas le terme racisé, mais je vais pas m'employer, qu'elle se sente bien, qu'elle soit de passage ou qu'elle soit citoyenne locale, mais également que ce soit un modèle pour d'autres villes et qu'il y ait vraiment une forme de solidarité, mais surtout de force, puisque je pense que ces combats pourront être menés uniquement si tout le monde s'en saisit. Et je pense que même dans ma propre ville, une des raisons pour lesquelles je me suis engagée, c'est que quand j'ai parlé avec mes amis du centre LGBTI, il y a des problèmes d'état civil. En premier lieu, c'est ce qu'on voit tous les jours. Le fait de demander des papiers en plus pour des dossiers. Mais il n'y a pas que le fait d'être porté par les militants associatifs qui en plus parfois même manquent de culture dans leur propre histoire, je pense. Il y a le fait que par exemple la question de la transidentité, moi quand j'en parlais il y a 10 ans, personne ne comprenait rien. Aujourd'hui, c'est dans des familles que ça se vit, et que ça se constate. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'accompagnement pour justement faire progresser cette cause, que ce soit dans leur famille ou que ce soit même auprès de certaines assos, puisqu'on sait bien que malheureusement dans les associations parfois LGBTI, là certains ne vont pas forcément se saisir de la question trans, ou d'autres de la question intersexe, ou d'autres de la question queer. Et là-dedans, c'est quand même parfois s'opposer à la même maison. On estime qu'un combat mérite d'être mené parce qu'on n'est pas soi-même directement concerné. Je pense que c'est là qu'on se trompe en interne. C'est déjà compliqué à régler, je pense, dans sa propre maison. Et encore une fois, pour moi, la question intersectionnelle, c'est là qu'elle va vraiment nous aider à progresser dans nos combats. Moi, actuellement, j'essaie de me rapprocher de personnes qui sont des migrants trans, qui à la fois cumulent le fait d'être migrants, d'être trans, et parfois encore d'avoir subi des violences, donc c'est un autre problème. Ça veut dire avoir des gens qui les accompagnent médicalement, qui soient formés aussi aux questions de la transidentité et parfois des opérations ou pas. Donc vraiment, moi,
vraiment un appel aujourd'hui, mais c'est aussi besoin de relais pour des gens comme moi qui ont voulu faire l'espèce de pierre angulaire entre université, militantisme et politique. Et il y a pas mal de gens en fait comme ça qui ont envie de s'engager, mais ils ne savent pas comment. Donc vraiment, je pense que l'administration va se rapprocher peut-être des personnes qui pensent pouvoir les accompagner. Parfois, qu'il a sorti de sa chapelle, moi j'ai pas, pour l'instant, je reste non encartée. C'est un choix que je fais actuellement, mais je suis tout à fait encline à travailler avec les partis, parce que c'est comme ça qu'on peut les mener ces combats. Oui, bonjour, moi je suis Frédéric Potier, je suis délégué interministériel à lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Je suis un peu le représentant de l'État, du gouvernement dans ces salles, ce qui n'est jamais complètement évident. Bon, pour le bilan, je ne vais pas parler parce qu'on peut en refaire un débat, j'ai évidemment une vision beaucoup sombre et plus optimiste de ce qui a été et ce qu'on veut faire. Moi je voulais juste faire une petite remarque en termes de programme politique, puisque moi je suis un peu à l'interface entre le politique et l'administration. Je pense que c'est important, comme tu disais, Flora, de définir des avancées, des combats prioritaires, des droits à acquérir, à faire bien reconnaître. Et en même temps, il faut qu'ils soient parfaitement compris par les machines politiques elles-mêmes et par les leaders politiques eux-mêmes. Et pour être parfaitement clair, je pense que dans cette salle, on serait probablement très majoritairement favorable à la transparentalité, aux questions d'abolition de l'unification de la plateforme sexe. Mais il ne suffit pas que, pour nous faire plaisir, un appareil politique le mette dans son programme, mais il faut que l'appareil politique, les leaders politiques, sachent et comprennent complètement ce dont il s'agit pour l'assumer complètement. Et je pense, par exemple, aux questions de transparentalité, moi quand je suis amené à expliquer le concept et ce dont il s'agit, par exemple à des collaborateurs du Premier ministre actuel, bon, ça suscite une certaine incompréhension. Et moi je ne voudrais pas que demain, parce qu'on aurait défini un agenda politique très ambitieux, on soit après du renoncer, parce qu'au fond, on n'aurait pas la capacité d'assumer ces avancées-là. Donc vraiment, j'insiste un peu là-dessus, parce que les déceptions, on les crée aussi comme ça dans l'avenir. Merci. Merci Frédéric. Je suis aussi une insiste pour dire aussi, au-delà de la question militante, de l'engagement, puis quand on arrive à faire promulguer une loi, il faut toujours aussi être garant de l'applicabilité de la loi. Parce que souvent, même quand il s'agit de discrimination, etc., on a tout l'attirage juridique qui est prêt, etc., mais dans les faits, on n'a rien de concret pour améliorer l'état de dignité. Juste pour dire, on est entièrement d'accord sur cette question. Quand je parlais des usual suspects, c'était un peu de ça qui était la question, c'est qu'on a vraiment un effort de pédagogie à faire auprès des politiques en général et de la classe politique dans son intégralité pour comprendre réellement les enjeux. Et c'est un gros travail. Bonjour, Philippe de HES Paris-Île-de-France. 2 points. C'est important de ne pas subir, pas trop s'auto-flageller. La gauche française et la gauche européenne, même la gauche mondiale, est à l'origine d'à peu près 90% des lois et réformes, je crois que c'est pas par des lois, faisant progresser fortement les questions LGBT+, donc c'est incontestable. Je me rappelle que, bon voilà, on peut flageller, mais le mariage est passé au Canada avant la France par une décision de Cour suprême. Donc c'est mieux que ça passe par un biais législatif que par une jurisprudence et des poursuites et des gens qui ont les moyens d'aller en justice. Et c'est toujours un petit peu trop bon quand même. La deuxième chose, il faut se méfier du pinkwashing de certains groupes politiques en Europe et ailleurs, et en France aussi, de gens du centre droit ou de la droite, parce que c'est quand même assez hallucinant. Je me rappelle d'ailleurs que nous avons aujourd'hui le formidable privilège d'avoir un des rares députés ouvertement homo qui est au FN et qui était cofondateur de Vélib. 3 petits points, qui était à l'époque BNP puis LR. Et la dernière chose, pour la camarade de Tours, essaie de, pour t'orienter, il existe un réseau de villes LGBT friendly qui est sélectif, c'est pas toc je paye et j'entre, il s'appelle Rainbow City Network, et à ce jour, la seule ville de France qui a postulé, qui a accepté, c'est Paris, quand on en pense, l'air je pense, voilà. Il y a des petites villes dans ce réseau, il y a des villes, la deuxième ville du Luxembourg qui doit avoir pas plus d'habitants que ici. Donc, c'est une ville moyenne, quoi. Donc, Tours peut la postuler plutôt plus grande que Loire en taille d'habitants. Et cette ville, il y a qu'on appelle du benchmark, du comparatif, des échanges de pratiques. Voilà, c'est vraiment un réseau qui est bien, qui est reconnu par l'Union européenne et qui fait un bon boulot de comparatif. Voilà.
The Rainbow Network. Je voulais rebondir et plus soyer sur ce que disait Frédéric. C'est vrai qu'il y a un travail de conviction, mais il y a aussi, il y a une mutation à opérer des responsables politiques pour qu'ils prennent cette question de l'égalité au sérieux. C'est-à-dire que c'est pas pour être sympa qu'on leur a demandé de faire le mariage pour tous, c'est pas pour paraître ouvert dans les conversations en ville ou d'être dans le vent, c'est parce que ça correspond à une évolution profonde de la société et la question de la parentalité, je trouve, est un élément fort par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça, c'est en train de bouger. Donc si on se défait du discours ultra-réactionnaire qui loue un passé qui n'a jamais existé, parce que de vous à moi, c'est pas la peine d'aller au bout du monde pour voir des situations parentales assez complexes en France même. Moi, je suis originaire par ma mère du département de la Creuse. Au début du XXe siècle, on s'échangeait les enfants. C'est pas des barbares, hein, mais on s'organisait aussi. Voilà. Alors, c'est évidemment pas ça qu'il faut refaire, parce qu'à l'époque, ça se faisait dans le non-dit, c'est des trucs un peu relous. Mais faut vraiment se convaincre que le discours réactionnaire loue un passé qui n'a jamais existé, et que, en revanche, la question de l'égalité, tout comme celle de la liberté et de la fraternité, c'est pas par hasard que ces trois mots-là prennent sur les quelques dessus de porte en France. La question de l'égalité, c'est une question politique sérieuse. Et nous, on la pose depuis, c'est un grand nous collectif, on la pose depuis 40 ans, depuis 50 ans, je disais d'ailleurs, puisque ça fait 50 ans. Également, l'émission d'Élie Grégoire, pour nous l'égalité, ce nouveau problème, voilà. Ça fait 50 ans qu'on la pose, et on a vraiment besoin que les responsables politiques évoluent là-dessus et prennent vraiment cette question au sérieux plus massivement. Il y en a déjà plein qui le font, mais il faudrait que ce soit voilà. En parlant de responsable politique, est-ce qu'il y en a? Oui, trois petites choses. Déjà, la première, félicitations à la camarade de Tours, parce que Tours, c'est une ville que j'affectionne beaucoup et ça fait du bien qu'elle soit passée à gauche enfin. Bon, plus sérieusement, deuxième chose, je pense qu'en termes de perspective politique, il ne faut pas qu'on parle dans le cas général, il faut qu'on se colle aussi au contexte. Deux éléments de contexte, moi, qui me font réagir. En premier, quand même, c'est qu'on traverse une crise environnementale sérieuse, on traverse une crise économique et sociale aussi assez sérieuse et renforcée avec le Covid. Et ce qui fait que, en fait, nos combats, tu avais commencé à le dire tout à l'heure, Lini, peuvent paraître marginaux. Eh bien, je pense qu'une perspective politique sérieuse, d'autant plus en contexte de crise, serait que nous puissions tous réaffirmer une conviction forte politique sur ces questions de l'égalité des droits. Encore une fois, moi si je me suis engagé à gauche, c'est pas pour aller donner 40 milliards d'euros aux entreprises sans contrepartie, c'est parce que j'ai une conviction d'égalité des droits sérieuse, profonde, et qui pour moi est un marqueur identitaire très fort de la gauche. Et donc je pense qu'on a besoin de réaffirmer ces questions d'égalité des droits, surtout en période de crise, et d'autant plus parce que les premières personnes qui seront concernées par les effets de la crise, ce seront en particulier les personnes qui sont discriminées. Et deuxième chose, on traverse aussi une période où le mouvement réactionnaire grossit, grandit, est de plus en plus audible. Moi, quand j'entends un responsable de CNews qui me dit que bah oui, il a embauché Zemmour parce que Zemmour, ça fait plus d'audimat que quelqu'un à gauche, et que là ils sont en passe de recruter des gens aussi qui ne sont pas aussi très glamour non plus. Bah moi, ça me pose problème. Et quand j'ai des militants qui me disent que deux femmes qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale, bah, quand on regarde cette chose-là, ce sondage, il y a quand même un tiers des personnes pour qui aujourd'hui ça pose problème. Et donc, je pense que au Parti communiste, nous pensons que face à cette montée réactionnaire et cette visibilité qu'ont de plus en plus les personnes qui tiennent des discours très radicaux à l'extrême droite, et même si les personnes LGBT ne sont pas les premières visées par ces discours-là, je pense quand même qu'on a besoin
chercher à créer des convergences entre les luttes, entre toutes les luttes des personnes discriminées. Parce qu'aujourd'hui, si ce sont les personnes migrantes, par exemple, qui sont les plus attaquées par Zemmour, ou les personnes qui ont une religion qui ne lui plaît pas, eh bien, si moi je me bats pas, et si nous on ne se bat pas en tant que militants LGBT pour aller les aider et pour essayer de continuer à combattre ces idées réactionnaires, eh bien les prochains c'est nous. C'est les militants LGBT, c'est les personnes handicapées, on sait très bien comment ça fonctionne et on a besoin de se trouver des amis. Des amis de lutte, des compagnons de lutte, de se retrouver sur ce qui fait le fond politique en fait de nos combats, qui est une lutte contre des injustices systémiques qui sont organisées, des luttes contre des rapports sociaux qui sont aujourd'hui créés et reproduits et qu'il faut arriver à faire évoluer pour que chaque être humain et chaque citoyen français pour ce qui nous concerne, mais chaque citoyen du monde également puisse se développer et s'émanciper librement en tant que sa personne. Donc on a besoin de se trouver des alliés. Le combat LGBT est déjà très divers parce qu'il y a les personnes trans d'un côté, il y a les personnes intersexes de l'autre, il y a les personnes bigenres, les personnes agenres, si déjà on n'arrive pas à fédérer au sein du mouvement LGBT les personnes qui ont des intérêts communs en fait à travailler ensemble, et là on perd de l'énergie. On voit comment est-ce que c'est dur pour passer une loi, faire infléchir une loi. Déjà, si on n'arrive pas à se regrouper nous, eh bien, on n'aura plus les revendications phares dont tu parlais, Flora, parce que ce qui a fait que le mariage pour tous ça a été une revendication phare, c'est qu'on l'a tous porté. On ne va pas décréter demain une revendication phare et dire bon allez les amis, tous on y va parce que c'est notre revendication phare. Non, ça ne se passe pas comme ça se passe dans l'autre sens. C'est parce que le mouvement LGBT a réussi à se fédérer et justement qu'il a réussi à porter cette proposition. Donc déjà, on a un objectif de fédérer au sein du mouvement LGBT, mais plus largement toutes les personnes qui luttent contre les discriminations. Et je pense qu'on perdra moins d'énergie là-dedans, mais aussi qu'on arrivera à revenir sur le fond politique qui est, encore une fois, que c'est une lutte contre des injustices systémiques, contre des injustices sociales, qui font qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes sont considérées comme des citoyens de deuxième zone. Et le combat pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est un combat qui me concerne aussi, même si je ne suis pas directement concerné. Je m'en sens responsable. Quand il y a des manifestations, comme en ce moment on a pu connaître il y a quelques mois sur les questions de racisme, eh bien je pense que c'est une question dont nous devons aussi nous emparer, parce que ce sont aussi nos amis, parce qu'ils luttent pour les mêmes choses que nous, au fond, même s'ils ont leur particularité. Les luttes sexistes, c'est exactement la même chose. Et en créant la convergence des luttes, ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes, eh bien, on arrivera à être plus porteur efficacement et à perdre moins d'énergie et à aller plus loin dans nos luttes. Et enfin, dernière chose, moi je suis très demandeur à ce qu'on fasse un travail en commun avec les autres forces de gauche. On a un groupe WhatsApp, et c'est très bien, mais il n'y a que 5 personnes dedans, 6 peut-être. 6 personnes dedans. Moi, je suis très demandeur à ce qu'on arrive à pouvoir travailler ensemble concrètement, et pas que au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, mais qu'on essaye au travers je sais pas, de grandes assises, de grandes réunions, ou je ne sais pas quoi, à populariser ces combats-là aussi au sein de nos organisations, parce qu'on va avoir besoin de militants pour les porter. C'est pas juste les têtes qui doivent les porter, parce que les têtes, ça ne porte que ce qu'elles portent. En vrai, si nous sommes ici dans des partis ou dans des organisations, c'est aussi pour profiter de l'effet de masse derrière. Et donc nous avons besoin de nous rencontrer, nous avons besoin de nous échanger, il faut qu'on crée le cadre. Mais si on ne veut pas que la prochaine présidentielle soit un coup raté, on a besoin de créer les conditions pour que les questions LGBT puissent réellement avancer lors du prochain mandat. Moi, je te rejoins complètement sur le fait de porter des combats communs et du coup d'élargir en fait finalement le périmètre et d'être en capacité de porter finalement d'autres sujets que celui qui nous touche directement. Et je trouve qu'on sera plus fort et souvent on est plus pertinent et plus entendu quand on porte une autre cause. Et je pense que c'est important de pouvoir passer à ce niveau-là. Moi, j'avais noté effectivement l'accès effectif au droit. Je pense que c'est vraiment important. On évoquait tout à l'heure des commissions et des enquêtes ASE dans les départements. C'est important d'être vigilant et de les dénoncer, et en tous les cas de les sensibiliser. J'ai noté également le fait peut-être de parler de revendications phares, de rendre peut-être plus lisibles les revendications.
d'en faire effectivement la pédagogie, mais avec des idées phares et de se dire on les porte tous de manière commune et c'est peut-être pas la peine d'en faire 30, mais du coup de choisir peut-être et de prioriser à un moment donné nos combats pour qu'ils soient entendus et compris par le grand public et par nos politiques. Et je pense que ça mériterait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des sujets qui deviennent de plus en plus techniques. Effectivement, il faut être un peu expert du sujet pour tout intégrer et effectivement réussir à convaincre des parlementaires ou des élus. À un moment donné, c'est aussi de leur expliquer de manière assez simple les enjeux. Donc ça, moi, j'y adhère complètement. Le PRG est ouvert aussi. Je vois qu'on est un peu nouveau dans ces échanges et donc on accepte volontiers de participer, de co-signer des communiqués de presse et de défendre ces sujets. Nous, on aimerait aussi avancer sur la partie de l'adoption. Aujourd'hui, c'est quand même fou de se dire que c'est le régime finalement matrimonial qui permet ou pas l'adoption. Aujourd'hui, dans les enquêtes, c'est de vérifier que on est des parents finalement et on peut en capacité d'être un parent responsable, quel que soit finalement le fait d'être en couple ou pas. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est marié que on est de fait des bons parents ou en tous les cas. Donc voilà, moi je pense que ça mériterait même d'aller beaucoup plus loin et de se dire que l'adoption, il y a suffisamment d'enfants malheureux. On dit d'ailleurs souvent que l'adoption c'est une rencontre de deux histoires, que c'est une histoire d'amour, mais c'est avant tout souvent une histoire de patience. Et moi je trouve ça quand même dingue que l'adoption prenne autant de temps et que d'ailleurs des personnes n'y croient plus et n'osent même plus déposer des demandes d'agrément d'adoption parce qu'on sait que c'est mort et que ça prendra trop de temps. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu aussi de travailler sur ça, au niveau des départements aussi, et de regarder aussi dans quelle mesure on peut faciliter les choses. Voilà ce que je voulais dire. Il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait travailler. Donc voilà, un combat commun. Et effectivement, si on a des personnalités qui peuvent porter des combats, c'est vrai que Christiane Taubira l'a fait vraiment bien, mais je pense qu'elle l'a fait aussi parce qu'elle a subi des discriminations. Et je trouve que c'est un bon exemple. En introduction, on disait que moi j'avais été touchée aussi par cela. Et le fait d'avoir été à un moment donné exclu ou rejeté de la société fait que on se retrouve tous sur ce combat-là. Et je pense qu'à un moment donné, n'importe quel Français a été confronté. Tu parlais de handicap tout à l'heure. Et donc en fait, si on commence à calculer, enfin à compter, tout le monde a été confronté à un moment donné à une discrimination. Et donc je trouve que c'est important de ressensibiliser sur cet aspect de rejet et de lutte contre les discriminations. Voilà. Ok. Alors, comme l'heure est très avancée, loin de la discussion, parce qu'elle est loin d'être finie évidemment. On ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais il y a deux trucs qui sont de toute façon actés et qu'il va falloir défendre. C'est d'une part effectivement la pédagogie en interne dans nos organisations, auprès de nos militants, sympathisants, adhérents, auprès des gens qu'on veut convaincre, tout simplement. À la fois parce qu'on est militant, quel que soit le champ dans lequel on milite, dans nos associations, dans les partis politiques, dans les organisations, dans les centres LGBT, dans les interassociatifs. Je pense que je parle aussi au nom des personnes qui sont là, mais on n'est pas militant HES, juste en étant militant HES, on est aussi militant dans des structures locales, dans l'asso LGBT étudiante, dans des assos LGBT généralistes ou plus spécialistes au niveau national ou pas. Enfin, bref, on est militant au sens premier du terme. On s'est saisi de questions, on s'est saisi de sujets qui nous intéressaient, qui nous touchaient, sur lesquels on voulait se bouger. Et on a eu après des débouchés locaux, nationaux, généralistes ou pas, partisans à la fin, qui portent plus globalement ces questions. Donc d'une part, c'est pédagogique. Deuxièmement, effectivement, faire la part des choses au niveau stratégique sur comment est-ce qu'on défend au mieux les combats qu'on veut mener. Typiquement, le mariage pour tous, l'ensemble de la population, la grande majorité de la population était favorable à ça. Les enquêtes d'opinion montraient un soutien croissant depuis des années et des années à cette question. Pour la PMA, c'est pas forcément sur les mêmes niveaux de soutien, mais c'est la même flèche qui augmente d'année en année, c'est le même soutien majoritaire aussi. Pour d'autres questions, c'est pas encore le cas, ou ça va l'être.
Pour d'autres questions, d'ailleurs, on n'a pas fait d'études non plus, mais est-ce que ça doit passer par un débat public? Est-ce qu'au contraire, ça doit passer par la conviction auprès d'élus, de parlementaires? Est-ce qu'on doit travailler un conseil scientifique de médecins qui pourra être le plus à même de donner son avis parce qu'il aura eu les bonnes infos, et il n'aura pas travaillé en vase clos, comme ça a été le cas pendant des années sur ces questions-là? Enfin, tout ça, ce sont des stratégies à élaborer pour voir comment est-ce qu'on arrive à notre objectif, qui est celui de l'égalité des droits, de la fin de la discrimination, en tout cas de leur résorption petit à petit, chacun un peu plus. Mais c'est à nous de définir les stratégies qui nous semblent les plus pertinentes, en lien avec les outils qu'on voudra se donner, des manifestations, des pétitions, des communiqués, peu importe. On a tous les outils qu'on veut à portée de main, à nous de nous en servir. Je sais que on a loin d'avoir fini de discuter ensemble entre la gauche et les écologistes. Par ailleurs, j'ai eu un petit mot d'excuse de la part du camarade écologiste qui pour le coup est malade, donc il devait pas être là parmi nous, mais il est en pensée avec nous. Tout ça pour dire que on va continuer ces travaux-là. Je pense que Gabriel a raison sur un point, c'est qu'il faut qu'on puisse continuer à se positionner sur ces questions-là pour éviter de, si ce n'est perdre, en tout cas de pouvoir éventuellement ne pas saisir totalement les occasions qui vont se présenter à nous dans les prochains mois. Régional, départemental, c'est peut-être encore différent, présidentiel et législatif, parce que c'est l'occasion d'un débat national ou d'une échelle nationale possible à des débats sur ces questions-là, et réaffirmer que le cœur de l'engagement à gauche et chez les écologistes, c'est l'égalité des droits à tous les niveaux, droits sociaux, droits économiques, droits civiques, les mêmes droits en tant que famille, les mêmes droits en tant que citoyen, les mêmes droits en tant qu'administré, les mêmes droits en tant que justiciable, les mêmes droits en tant que patient, face à l'institution médicale, scolaire, quand on est étudiant ou élève, face aux policiers et aux gendarmes, enfin bref, l'égalité des droits au sens plus large. Je pense que c'est ça qui nous motive tous et qui fait qu'au bout d'un moment, on a décidé de se lever le matin plus tôt pour aller tracter, de rester plus tard le soir à une réunion, surtout s'il y a un coup à boire, c'est plus sympa. Mais en tout cas, c'est ce qui nous motive jour après jour pour avancer. Je finirai juste en vous disant que, évidemment, parmi les gens qui sont ici socialistes, plus ou moins revendiqués, possiblement socialistes pour ceux qui ne savent pas encore s'ils vont être encartés ou pas, on vous accueille largement. Et si vous n'êtes pas à HES et qu'il y a d'autres structures ici dont les représentants sont présents, qui vous intéressent, n'hésitez pas non plus, parce que je sais qu'on travaillera ensemble. Il n'y aura aucun problème pour qu'on puisse discuter et avancer collectivement sur cette question-là. Donc, il n'y a pas de concurrence entre nous. Il y a parfois une saine émulation. Il y a largement des critiques, notamment vis-à-vis des socialistes, c'est pas grave. En tout cas, on travaille en bonne intelligence. Je sais qu'on l'a déjà fait, je sais qu'on continuera à le faire. Et de toute façon, on a de nombreux rendez-vous encore à mener politiquement pour la suite. Voilà, je laisse la parole à Myriam pour terminer. Oui, effectivement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais néanmoins, sur la question des discriminations en général, on a une vraie bataille culturelle à mener. On a parlé tout à l'heure de la zémorisation des esprits, on a évoqué justement les différents clivages, les différentes régressions sociales au niveau européen. Et sur les combats en interne, déjà, si je parle du Parti Socialiste, c'est déjà de dire que la question des discriminations est transversale, la question du droit des femmes, de l'éducation, tout ça, doit intégrer cette dimension de discrimination, parce que finalement, un enfant, s'il est noir, ou s'il a un petit handicap, etc., il sera discriminé pour atteindre tel et tel objectif, et il y aura une répercussion économique, il y aura un impact sur sa vie perso. Il y a aussi des discriminations par rapport aux zones géographiques, etc., etc. Et au-delà de ça, la bataille culturelle, ça concerne, alors là c'est du côté féministe, c'est aussi le patriarcat, parce que finalement il y a des obstructions, parce que des fois d'un point de vue technique, il n'y a rien qui empêche le législateur ou un parti à défendre une mesure qui pourrait paraître pour le grand public anecdotique, parce que finalement il n'y aura pas d'impact réel dans leur vie, mais c'est simplement sur la question justement du rapport entre les genres, entre l'homme et la femme, la question aussi de la religion, qu'on n'a pas trop évoquée, parce que Denis avait évoqué tout à l'heure le triptyque liberté, égalité, fraternité. Il y a aussi la question centrale de la laïcité, le PRG ne va pas me contredire là-dessus. Donc à partir de là, c'est vrai que l'union fait la force. Et moi, ce que j'avais pu constater dans certains engagements associatifs LGBT, c'est qu'il y avait beaucoup de conflits égotiques, et des fois on ignorait même l'origine du mal, mais en tout cas ça ne nous permettait pas, enfin en tout cas ça ralentissait en tout cas la mise en œuvre d'actions, etc. Et puis justement les résultats qu'on attendait. Voilà, donc sur cet atelier, je pense qu'il y a eu des avancées, il y a plein de combats partagés,
un partage d'analyse, une volonté de coopérer, de se coordonner, etc., pour être plus efficient, hein, parce qu'il faut prêcher la bonne parole dans sa structure, après recruter effectivement et former les militants élus de base, mais au-delà de ça aussi les leaders politiques qui, moi je vais taire les noms, mais j'ai entendu certains hauts responsables du PS qui sur la question de la PMA, me rebalancer la question de l'altérité, etc., pour justement justifier une espèce d'interrogation. Donc, il y a tout un travail sur le verbatim, des éléments de langage, un travail de conviction aussi à mettre en œuvre rapidement. Donc, je vais clore parce que je file. Je vais peut-être laisser la parole à Denis quand même par rapport à ces On va juste vous donner l'escargot. Animal à la faute. Deux petits mots pour vous remercier. Je suis président du coup des jeunes de la gauche. Un message d'espoir tout d'abord, parce qu'on voit aussi qu'on a une génération des années 2000 qui arrive, qui est beaucoup plus ouverte et dont la question LGBT passe beaucoup mieux chez eux. Et un dernier message qui est, en tout cas pour moi personnellement, pour le mois de nuit courage, parce que j'ai travaillé à Tours dans une boîte de nuit gay, et c'est le seul endroit où à l'époque j'ai pu me libérer et j'ai pu vraiment... voilà, c'était pas facile. Donc dans cette période de crise de coronavirus, j'espère que je vais pouvoir tenir, parce qu'il y a aussi des gens pour qui c'est le seul moyen de souffler un petit peu et de pouvoir voilà, être soi-même sans avoir justement le regard de la collectivité. Donc merci pour ça, etc. Oui. On va devoir couper la salle, mais par contre, n'hésitez pas, comme l'a exprimé Nicolas, si vous souhaitez vous rapprocher les différentes organisations pour avoir des infos ou pour participer activement justement à d'autres ateliers ou à d'autres réflexions. Merci à toutes et à tous pour votre présence.